Samedi 2 novembre 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Au sommaire de cette édition, nous parlerons de la journée de recueillement et de gerbes de fleurs en souvenir des défunts. Dans l'actualité internationale, nous irons aux États-Unis où les accusations de fraude électorale mettent les membres des bureaux de vote sous haute pression. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Ce samedi 2 novembre est la fête des morts, la fête des défunts. Les cimetières se remplissent de visiteurs venus rendre hommage à leurs proches disparus dans une ambiance empreinte de recueillement. Familles et amis se rassemblent pour honorer leur mémoire et perpétuer les traditions de cette journée de souvenirs. Un élément à voir dans nos prochaines éditions. Les chrétiens catholiques ont célébré la fête de la Toussaint hier, vendredi 1er novembre. Comme son nom l'indique, la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus ou inconnus, que l'Église catholique honore. Notre reporter Georgette Ido-Fofana s'est rendue dans quelques paroisses du district d'Abidjan pour voir l'ambiance qui y a prévalu. Reportage. Paroisse Saint-Joseph et Poudabobo. Ce vendredi 1er novembre, les fidèles chrétiens sont sortis nombreux pour célébrer la fête de la Toussaint. À la différence de la commémoration des défunts qui a lieu tous les 2 novembre, la Toussaint se veut la fête de tous les saints. Elle honore les saints connus ou inconnus. C'est la fête de tous les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes de toutes conditions, mais qui ont vécu sur cette terre, selon les valeurs de l'Évangile, et qui aujourd'hui vivent dans la vision béatifique. Ils sont au ciel et ils sont dans le royaume de Dieu. À la paroisse Sainte-Bernadette de Makori, une messe a été dite pour tous les disparus, afin qu'ils soient accueillis par le Père Céleste. Il est dispersé pour le Saint-Patron, dispersé pour la foule immense des célestes du ciel élevé. Une occasion pour les fidèles de prier également pour leurs parents, amis et connaissances disparus, mais aussi de marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On vient pour prier pour nos parents défunts, tous ceux qui nous ont quittés sur la terre, pour que leur âme puisse se reposer en paix. Tout chrétien aspire à la sainteté. Alors pour moi, c'est une remise en cause, revoir ma marche avec le Seigneur. Et puis, pourquoi ne pas tendre chaque jour vers la sainteté? Dieu dit on a qu'à être saint. Saint en faisant le bien. Fais ce qui est bien pour les autres. Toi, il faut t'oublier. La Toussaint est un moment de prière, d'exhortation et de reconnaissance. La messe de la Toussaint est marquée par la reconnaissance à Dieu. Une action de grâce à Dieu pour avoir reçu. Quand Dieu donne quelque chose, il faut savoir remercier. Et qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu a accordé la vie éternelle à nos frères, à nos sœurs, à nos défunts qui éternellement auprès de lui. Nous nous disons merci. Demain 2 novembre, les fidèles sont exhortés à commémorer leurs défunts à travers le recueillement et la pose des gerbes de fleurs dans les cimetières. Direction Trècheville au port de pêche. Ils sont nombreux, ces jeunes qui ne veulent pas s'adonner à la facilité. Charrette en main, ils gagnent leur vie à travers le déplacement des marchandises des clients. Un business qui leur est profitable. Reportage Abdoulaziz Daramé, Laurence Kakra et Zié Traoré. Stéphane a abandonné les études en 2015. Il décide malgré tout de ne pas s'adonner à la facilité. Aujourd'hui, pousseur au port de pêche dans la commune de Trècheville, il gagne bien sa vie. Par jour, là, en fait, ça dépend. Des fois, là, si je veux gagner 8 000, je veux gagner 10 000. Des fois, bon, je veux gagner les 6 000, 7 000. Ça dépend de la cliente, quoi. Mais des fois aussi, là, ça dépend des poissons. Là, un poisson sort, là. Voilà. Là, je vais là. S'il y a un poisson, on gagne. S'il y a un poisson, là, on ne gagne pas. Tout comme Stéphane, Charles aussi exerce le même métier. Grâce à ce travail, il parvient à faire face à ses charges. Les chariots, nous, on pousse, on gagne un peu, on gagne nos vies dedans. Les 200, 300. Dans la journée qu'on a, chariots, là, si on pousse, on peut gagner au moins 7 000 à 8 000. Voilà, ça on se débrouille. Ça me permet aussi de gagner ma vie un peu.
pour payer mes besoins, ce qui est bien de ça. Ibrahim Kaboré, autrefois pousse-pousseur, est aujourd'hui vendeur de poissons. Il invite les jeunes à suivre son exemple. Moi, je dis à mes jeunes frères que rien n'est facile dans la vie. Il faut se battre, il ne faut jamais se décourager. Parce que tout ce qu'on voit, il n'y a pas de bonheur sans souffrance. Il n'y a pas de saut métier, comme le dit l'adage. Pour gagner sa vie, il faut bien exercer un métier. Et ce qui le rend noble, c'est la passion. L'État de Côte d'Ivoire a entamé depuis quelques années le programme intégré de pérennisation des cantines scolaires. Cela pour accroître le taux de fréquentation et d'assiduité des écoliers dans les établissements. Pour mener à bien cette mission, une stratégie nationale de l'alimentation scolaire est mise en place pour l'année 2024 à 2025. Les acteurs du système éducatif ont procédé à la validation du plan lors d'un atelier. Clément Boko. Après les étapes de prévalidation, c'est enfin le temps de valider la stratégie nationale de l'alimentation scolaire 2024-2025. Il s'agit pour ce plan de prendre en compte les nouveaux défis du programme. La stratégie qui a conduit à la mise en œuvre de cette activité part de 2018 à 2022, elle est devenue obsolète. Il fallait l'actualiser par rapport aux nouvelles situations, à savoir l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la Coalition mondiale pour les repas scolaires et l'arrimage avec le plan national de développement. C'est pour cela que nous avons convié tous les acteurs majeurs à la réflexion d'aujourd'hui pour dégager de nouvelles pistes, pour nous orienter dans la performance du programme d'admission scolaire entre 2024 et 2025. Il va sans dire qu'après 2025, il va s'asseoir pour élaborer une nouvelle stratégie. Partenaire de ce projet, le Programme alimentaire mondial, qui soutient les groupements agricoles mobilisés autour des cantines scolaires. Nous sommes présents aux côtés du gouvernement depuis 1989 et nous avons participé à l'élaboration des différentes stratégies nationales pour l'alimentation scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour la validation de la dernière en date, la stratégie qui couvre 2024-2025 et qui est novatrice dans son approche du fait qu'elle met vraiment l'accent sur la pérennisation du programme d'alimentation scolaire à travers l'appui aux petits producteurs et justement l'approvisionnement auprès des producteurs locaux. Tout en remerciant le PAM, Éloi Noël Kwasi, conseiller technique représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a réitéré l'engagement de l'État à relever les défis liés à l'alimentation scolaire qui sont nombreux et multiformes. Selon lui, la prise en compte de ces défis nécessite la mise en œuvre de stratégies innovantes et durables. Avec ces innovations, le gouvernement entend couvrir 80 jours d'approvisionnement. La façade du groupe préscolaire Cocody Sud a fait peau neuve le mardi 29 octobre 2024 à l'église adventiste du 7e jour. L'initiatrice du projet a procédé à son inauguration en présence des responsables du système éducatif du dit établissement. Des précisions de Georgette Ido Fofana. La façade du groupe préscolaire de Cocody Sud a connu une cure de jouvence grâce à l'église adventiste du 7e jour. Cette action va dans le sens de l'éducation, de la formation, parce que le peuple périt faute de connaissances et la vérité libère l'homme. Et il faut que nous puissions amener les tout-petits à connaître les réalités de la vie. L'inspecteur de Cocody Blocos et les pensionnaires de cet institut ne cachent pas leur joie. Ils ont fait une grande œuvre de portée sociale, humaine. Nos enfants, c'est pratiquement les fleurons de demain. C'est sur eux que nous comptons et donc il faut leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. Pendant les vacances, c'était un véritable souci pour nous. On se disait comment faire pour redonner un véritable sourire à l'école et leur aide a été bénéfique pour nous. Merci tonton pour tout. Que Dieu vous bénisse. On va bien travailler à l'école. Le projet de la rénovation du groupe préscolaire Cocody Sud s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives menées par l'Église adventiste du 7e jour de Côte d'Ivoire pour promouvoir le développement durable et l'éducation à travers le pays.
Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, de nombreux efforts sont faits par le gouvernement afin de rendre les routes praticables et de désenclaver les villages, les villes et les chefs-lieux de sous-préfecture. Avec la saison des pluies, ces efforts sont contrariés. Comme vu avec la route Montcuibli, principale artère de commercialisation entre plusieurs grandes villes du pays, cette route est devenue un véritable parcours du combattant. Reportage Eugène Atombé. Montcuibli, deux villes proches par la distance métrique qui les sépare, seulement 48 km, mais si lointaines l'une de l'autre au regard des difficultés pour y accéder. Emprunter la route Montcuibli, un véritable parcours du combattant. Véhicules de tout type, motocyclistes et tricycles, aucun de ces engins n'échappe aux difficultés et aux obstacles que cette route impose à ses usagers. On quitte à Montcuibli pour rentrer à Mans. Dès qu'on rentre à Mans, ça va au garage. Tous les retours, tout est foutu, champement coupé, cassé. On a oublié de faire dépendre au moins 200, 300 000 pour que la voiture revienne en bon état. Pour entrer à Montcuibli à partir de Mans ou en sortir, c'est au minimum 6 heures à 7 heures de souffrance qu'il faut endurer. En cause, l'extrême dégradation de la route accentuée par les fortes pluies que connaît cette ville. Pour un tout petit tronçon, s'il faut passer des heures, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, c'est vraiment la désolation. L'as Totoro-Koubli est très mauvais. Quand il pleut, il faut attendre 2 jours, 3 jours avant d'emprunter la voie. Nous ne savons pas où mettre la tête. Aidez-nous pour que cette voie soit bitumée. Montcuibli, connu pour être une forte zone de production agricole, en paie un lourd tribut. Problème pour les producteurs de café et de cacao pour sortir leurs produits des champs vers les zones de commercialisation. Problème aussi pour les productrices de vivriers dont le manque à gagner est énorme à cause des pertes qu'occasionne le difficile accès à Montcuibli. Dans cette situation harassante, les transporteurs impétueux ont dû revoir à la hausse le prix du transport sur l'axe Montcuibli. Quoique évoquant les pannes fréquentes que subissent leurs véhicules. Pour aller chercher cacao, pour aller charger, on peut faire 2 jours, 3 jours sur la route. Donc vraiment, c'est dur pour nous. Avec la population et les cadres, ils nourrissent l'espoir de voir la fin de leur calvaire. J'ai la ferme conviction que nous aurons le goudron. Donc moi, je suis serein, imperturbable. Et je demande à la population, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Ne soyez pas trop pressés, nous aurons le goudron très prochainement. La route Montcuibli, objet d'alarme des populations. Dans son état actuel, les localités qui l'ont en partage se retrouvent murées dans un enclavement. Le cri de cœur, rendre cette route praticable pour commencer et à terme la bitumer dans leur quête de progrès et de bien-être. Dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, un prédicateur a été interdit de prêche dans les mosquées de la communauté musulmane. Cette décision émane du président du Conseil supérieur des oulémas, responsable des affaires islamiques. L'interdiction fait suite aux prêches jugés radicaux de l'imam, selon les responsables de l'organisation. Une sanction qui intervient le jour même de l'installation d'un comité chargé de suivre les prêches et les commentaires dans les médias et les réseaux sociaux. Comme annoncé dans les titres aux États-Unis, c'est le dernier week-end avant l'élection présidentielle. L'attention monte notamment autour des accusations de fraude électorale de la part de partisans de Donald Trump. Des enquêtes ont été ouvertes ces derniers jours après l'incendie de plusieurs urnes dans les États de Washington, de l'Oregon et en Arizona. Des centaines de bulletins de vote ont été détruits. Selon les autorités locales, ces incendies sont liés et volontaires dans les 2 premiers États. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.